BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour aux alentours de 16h30, c'est le club BFM Crypto, un peu particulier aujourd'hui, c'est une édition spéciale puisque le merge a eu lieu. Le 21 juillet 1969, l'homme a posé un premier pied sur la Lune. Aujourd'hui, pour l'univers crypto, c'est peut-être l'équivalent de la conquête de la Lune. Le merge a été réalisé, a été accompli ce matin peu avant 9h. Happy merge à tous, a même tweeté le patron, le boss, le cerveau d'Ethereum, Vitalik Buterin. Mesdames, messieurs, Ethereum a en effet réussi sa transition vers le proof of stake. On va en parler avec nos trois experts. Pauline Armandet pour notre site BFM Crypto. Salut Pauline. Salut. Et votre newsletter chaque lundi à 18h. Grégory Raymond nous rejoint aussi. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. Et Alexandre Stashchenko. Salut Alexandre. Salut. Cofondateur Blockchain Partner et directeur Blockchain Crypto pour KPMG France. J'imagine que tous les trois, vous vous souviendrez toute votre vie de ce que vous faisiez, de où vous étiez ce matin quand le merge a eu lieu. Pas à ce point-là. C'est un moment historique pour le secteur, je pense, mais surtout pour Ethereum. Ouais. Bon, c'est Ethereum qui se souviendra où il était, ce qu'il faisait à ce moment-là. Oui. D'accord. Alors, qui prend des décisions ? C'est peut-être par là qu'on peut commencer à aborder ce merge d'Ethereum, événement pour la communauté crypto, et peut-être au-delà même, vous nous l'expliquerez. Mais qui prend ce genre de décision ? Qui décide qu'on passera un jour du proof of work au proof of stake, Alexandre ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que dans les cryptos, souvent on parle de décentralisation, d'inertie, d'impossibilité à toucher du code, etc. Et donc très souvent la question qui vient derrière, c'est ok, si on peut pas y toucher, ça peut jamais évoluer, donc on peut rien corriger comme bug, on peut pas faire des évolutions de protocole, etc. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement dans les cryptos, c'est la décentralisation, donc c'est le consensus, la communauté, et ça veut pas dire qu'une communauté ne sait pas s'organiser. Donc que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur d'autres, en règle générale, il y a des processus qui sont définis. Donc pour Bitcoin, c'est les fameux BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Pour l'Ethereum, c'est pareil, c'est les EIP. Et en fait, ça permet de suivre un process quand on veut proposer une amélioration du protocole. Donc on va proposer quelque chose, la communauté va le revoir, va dire oui c'est bien, non c'est pas bien, est-ce qu'on l'améliorerait pas de cette façon-là ? Et il y a des discussions qui sont très ouvertes, et c'est ce qui fait que des gens complètement inconnus peuvent venir proposer quelque chose et d'un seul coup avoir la lumière sur eux parce qu'ils ont une idée formidable que d'autres n'avaient pas. Pour le proof of stake, cette idée en fait, elle date pas d'hier, puisque Vitalik Buterin dès le début nous disait, en fait le proof of work c'est une étape, mais le proof of stake est vraiment ce qu'on vise au départ. Mais moi je me souviens à l'époque, il y avait des débats très forts, même au sein des core devs d'Ethereum, qui disaient, moi je veux faire le proof of stake de cette façon-là, d'autres qui disaient on va le faire d'une autre façon. Et bon, finalement une des chapelles a gagné, et donc cette feuille de route après elle est implémentée en suivant le processus tout à fait normal et traditionnel. Donc pour répondre à la question précise, qui prend les décisions ? C'est organisé autour de processus qui sont définis et qui sont consensuels. Et ensuite, c'est décidé de la même façon par des gens qui vont faire ces reviews. Et dernière étape de ce consensus, c'est qu'à la fin des fins, ce sont les nœuds, les mineurs et la communauté qui décident oui ou non d'implémenter ces décisions. Et en tout cas, on remarque que les communautés ont des philosophies différentes. Chez Bitcoin, on peut vraiment les décrire comme des conservateurs. Et chez Ethereum, voilà, on consent plus à évoluer, on va dire. Ce qui est bien ou mal. On peut même être un peu plus granulaire, parce que ces mêmes querelles ont existé sur Bitcoin. Bitcoin a eu des forks, Cash, Diamant, SV, machin. Donc il y en a eu plein. Et qui souvent, même si c'est perçu comme une perte de valeur parce que la communauté se scinde en deux, en réalité, en règle générale, le marché le perçoit comme une clarification. Il vaut mieux avoir deux communautés et deux projets différents, mais dont le projet est clair, plutôt qu'une seule communauté où il y a tellement peu de personnes qui sont d'accord que rien n'avance. Et donc sur Bitcoin, il y avait par exemple eu le fork Bitcoin Cash, ou d'autres, SV ou autres, et Bitcoin continue. Ethereum, c'est pareil. Et même d'un point de vue macro, le fait que Ethereum passe à un proof of stake, ça permet d'avoir deux propositions de valeur très différentes, et c'est très bien. Voilà, alors Ethereum franchit le pas, et Bitcoin pourrait procéder à ce même type de décision et choisir de passer au proof of stake un jour. Sur le papier, oui, c'est possible, mais connaissant cette communauté, donc je ne pense pas qu'on se dirigera vers ça. La communauté Bitcoin considère que le proof of work, c'est l'algorithme de consensus le plus sécurisé au monde. Bon, à quoi tout ça va-t-il servir ? Pourquoi tant de salive, tant d'encre, tant de papier, tant de vidéos, bref, autant d'écume consacrée à un simple changement technique, le passage au proof of stake, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Il faut quand même retenir que c'est considérable de changer un algorithme de consensus sur une blockchain qui pèse quasiment 200 milliards de dollars, qui fonctionne, qui a énormément d'activités, et là, bim, on change le moteur, en plein vol, on va dire. Donc c'est vraiment considérable. C'est pas comme si on repartait de zéro.
C'est cette image qu'on entend souvent dans la communauté crypto. On a réussi à changer les roues de la Ferrari et de la voiture, notre voiture de Formule 1, le bolide, on a réussi à lui changer les roues en pleine course, sans arrêt au stand. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Et ça montre que des blockchains de grande taille sont capables de changer du jour au lendemain. Est-ce qu'à l'échelle de l'écosystème crypto, pour l'écosystème crypto, ce qui s'est passé ce matin, c'est l'équivalent des premiers pas de l'homme sur la Lune, Alexandre ? Peut-être pas aller jusqu'à ce genre de comparaison, parce qu'on l'abordera peut-être plus tard, mais pour l'utilisateur final, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est pas non plus la révolution de copernicienne totale où on revoit sa façon de penser le monde. Maintenant, effectivement, en fait, c'était plus l'étape sine qua non. C'est que si ça ne marchait pas, il faut le prendre dans la contraposée. Si ça ne marchait pas, là, on avait un signal extrêmement important, négatif évidemment, mais important parce que ça voulait dire que la suite ne marcherait pas non plus. Donc là, le signal est plutôt positif parce qu'il n'y a pas eu d'embûche, ça marche très bien et tout va bien. Maintenant, les pas sur la Lune, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est peut-être la seule chose qui est comparable, c'est qu'il y a un aspect saut dans le vide qu'on retrouve aussi avec l'espace, que je reprends régulièrement en ce moment parce que le cœur, le moteur dont on est en train de parler, parce qu'il s'agit vraiment plus du moteur que des roues, il s'agit vraiment de ce qui fait tourner la machine. C'est une machine économique, les cryptos. C'est pas une machine technique, en réalité, comme beaucoup de gens le pensent. Les cryptos, et en particulier Bitcoin, qui est la première d'entre elles, n'ont apporté en soi aucune innovation technique. C'est un assemblage d'innovations techniques qui existait déjà. Mais par contre, c'est une innovation économique, puisque c'est l'implémentation de ce jeton, qui était Bitcoin, et puis Ether pour Ethereum, qui permet d'aligner les parties prenantes et qui font que tout le monde a tout le temps intérêt à chercher l'intérêt du réseau. Et c'est ça qui est un peu l'aspect saut dans le vide, c'est que même si les tests ont été réalisés d'un point de vue technique, une quinzaine de fois sur des réseaux de tests, etc., d'un point de vue économique, on saute dans le vide. Parce que potentiellement, ce jeton, en fait, il va créer des nouvelles dynamiques qu'on n'avait pas en tête et qui vont favoriser des prises de réseau, des censures, etc. Et ça, on ne sait pas, on verra. Exactement, oui, c'est basé sur des nouvelles incitations économiques. Est-ce qu'elles vont marcher comme on l'avait imaginé ? Oui, c'est ça. Donc il faut quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Oui, il y a une prouesse technique qui vient d'être réalisée, mais ça peut très bien mal se passer. Je vais vous lire quand même un message, d'un acteur de la communauté qui m'a écrit ce matin sur Twitter. Manifestement, c'est un Bitcoin maximaliste. Voilà ce qu'il dit. C'est quand même, le message est incroyable. Voilà ce qu'il dit sur le merge d'Ethereum. Les fans d'Ethereum sont tous à fond. Ils ont fait une nuit blanche dans une ambiance fiévreuse collective. Pourquoi donc ? Pour un truc qui ne changera rien à la primauté du Bitcoin. Ce merge ne fera que souligner les qualités intrinsèques du Bitcoin et son proof of work en comparaison au proof of stake. C'est un peu comme en Angleterre où tout le monde pleure la mort de la reine, feignant un grand changement alors que la royauté, elle, demeure. The Queen is dead, long live the King. Donc il y a un aspect aussi, enfin il y a évidemment un fond de, alors la forme évidemment c'est reconnaissable chez les maximalistes. On sent le côté conservateur dont nous parlait Grégory à l'instant quand même. Mais c'est pas que conservateur. Vive le roi. Il y a le côté, en fait c'est le côté qui est à souligner et que je trouve très pertinent, c'est justement ça va souligner la proposition de valeur de Bitcoin. Oui c'est vrai, c'est en fait les deux projets ont une proposition de valeur différente. Et aujourd'hui, ça se voit encore plus qu'avant. Tant mieux. Si vous n'aimez pas Ethereum, vous ne restez pas sur Ethereum, tant pis, c'est pas grave. Bien sûr. Et Ethereum qui a besoin de faire beaucoup plus de transactions que Bitcoin, je pense, c'est probablement plus sain d'être passé sur la Proof of Stake. Alors, vous nous direz justement si ce passage à la Proof of Stake va véritablement être efficace, jusqu'à quel point ça pourrait libérer le Web3, libérer le potentiel des cryptos et de la blockchain. L'un des changements majeurs aussi de cette transition, c'est qu'elle est écolo, elle est bonne pour la planète. Vitalik Buterin d'ailleurs a tweeté ce matin que le passage au proof of stake va réduire, alors ça m'a surpris, va réduire la consommation mondiale d'électricité de 0,2%. Alors ça a étonné un peu tout le monde parce qu'il a sorti ce chiffre un peu de je ne sais où. Ce qu'on sait, c'est que Bitcoin, en tout cas aux dernières mesures, consommait 0,1% de la consommation énergétique mondiale. Ethereum, c'est forcément moins, donc ça devrait être moins de 0,1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas faire de mal à la planète. Ça, oui. Cette transition, elle est même bonne pour la planète, Pauline ? Ce qui est sûr, c'est que parmi les objectifs de la fondation Ethereum, c'était vraiment de réduire cette consommation d'énergie et que depuis cette transition, Ethereum a baissé sa consommation d'énergie de 99%. Ça, c'est un chiffre sur lequel tout le monde est clair. Effectivement, le chiffre qui a été évoqué par Vitalik Buterin, il y a certains même Bitcoin maximalistes qui disent non, ça sera plutôt 0,01%, 0,5%. De toute façon, ça, on le verra plus tard. Mais dans le fonctionnement même de la blockchain, évidemment, quand on passe de dizaines de milliers d'ordinateurs qui tournent pour pouvoir valider des transactions à des validateurs qui pourront utiliser seulement, par exemple, un ordinateur classique,
pour valider une transaction, bon bah là clairement on utilise moins d'énergie. Donc ça en fait. Est-ce qu'on peut se dire, voilà, que l'argument marketing, alors c'est pas qu'un argument marketing, en effet, besoin de beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de consommation d'énergie pour le proof of stake que pour le proof of work, c'est plus que du marketing, mais est-ce qu'on peut se dire que cet argument, du coup, va aussi parler à la communauté financière, aux institutionnels qui sont sous pression réglementaire pour décarboner leurs investissements? Est-ce que ça pourra contribuer à les amener vers l'univers crypto à travers Ethereum? Oui, mais alors, Alexandre. pour revenir 2 secondes sur le propos de Vitalik Buterin, il est ça me déçoit un peu parce qu'il est trop simpliste comme propos. Notamment, alors même hors crypto, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que quand on libère de la place pour quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose disparaît de la circulation. En écologie, c'est très connu, parce que typiquement, si vous permettez à quelqu'un de faire des économies d'énergie de 100 ou 200 euros, si la personne achète un billet d'avion avec, vous n'avez pas gagné au change. Donc d'une certaine façon, il y a ce même problème-là qui se pose ici, c'est-à-dire que oui, Ethereum baisse de 99% sa consommation d'énergie, c'est très bien. Est-ce que ça peut pour autant dire que les machines s'arrêtent? Pas forcément. Est-ce que ça peut pour autant dire que, en fait, si on avait des mégawatts disponibles dont personne ne voulait, on va remplacer ces machines par des mineurs de Bitcoin, donc ils seront toujours consommés. Donc pour le coup, ce chiffre-là, il est très cavalier parce que je pense qu'il est complètement faux. Après, voilà, Vitalik a une certaine aura, donc c'est dommage, mais je pense qu'il s'en sert parce que, effectivement, d'un point de vue adoption, l'argument écologique était devenu central pour plein de gens, pour ne pas toucher aux cryptos en disant que c'était nul, ça polluait, etc. Pour ceux que ça embête, ou en tout cas qui n'avaient pas l'aspect, on va pas refaire le débat sur ça consomme de l'énergie perdue, etc., qui ne voulaient pas accepter cet argumentaire-là, en fait, Ethereum maintenant est, j'allais dire, clean de chez clean, parce que on n'a plus cet argument-là. Si on pense qu'Ethereum consomme trop post-merge, en fait, c'est que là, vraiment, on est en train d'aller chercher, on fait tourner un ordinateur et c'est trop pour faire un réseau qui pèse 400 milliards. Et ça devient absolument ridicule. Donc oui, ça va permettre, pour répondre à la deuxième question, il y a plein d'institutionnels qui étaient très bloqués sur ce sujet de l'écologie et qui, en fait, maintenant, ont la porte ouverte vers Ethereum, qui est un peu maintenant le mix entre les concurrents d'Ethereum qui n'avaient pas la traction en termes de nombre de développeurs, d'applications, de valeurs, etc., mais qui disaient, moi, je suis green. Et Ethereum qui avait plein de développeurs d'applications, etc., mais qui était toujours en proof of work. Alors on va continuer de voir ce qu'Ethereum a dans le ventre maintenant qu'il est passé au proof of stake, ce que le proof of stake aussi a dans le ventre. On a des questions très concrètes, très pratiques. Première question, Rémi nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com, l'Ethereum en proof of stake va-t-il résoudre les problèmes de latence que connaissait auparavant cette blockchain? Grégory. Alors non, pas du tout. Beaucoup vont être déçus, mais non, pas du tout. Mais déjà, il règle le problème de la consommation d'énergie. C'est déjà pas mal, hein. Non, les problèmes de latence, ça vient dans la suite de la feuille de route. En fait, la latence et les frais de transaction, c'est le même sujet dans les cryptos, puisque la latence vient du fait qu'on n'a pas mis assez de frais de transaction. Et donc, c'est le même sujet. Et ces frais de transaction qui donc dépendent de la capacité du réseau à traiter des transactions, c'est dans la suite de la feuille de route. Ça n'a rien à voir avec le changement de consensus. Exactement. C'est prévu pour à peu près début 2023 dans le IP 4844. Ça va venir. Oui, bien sûr. On ne peut pas encore donner de date précise. Hein. Il ne faut pas trop s'avancer parce que The Merge a eu 5 ans de retard. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a encore des étapes à venir pour Ethereum. Bien sûr, Ethereum, là, selon Vitalik Buterin, n'est achevé qu'à 55% aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Mais il n'y aura pas de mise à jour aussi majeure que similaire à celle à laquelle on a assisté aujourd'hui. Hein. Peut-être à modérer, parce qu'effectivement, dans la suite de la feuille de route, il y a tous les trucs en urge dont on ne sait jamais dans quel sens c'est. Il y a surge, splurge, verge, machin. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on aura d'abord une étape qui permettra effectivement le scaling, le passage à l'échelle. On va permettre au réseau de se diviser en plusieurs parties, c'est une partition du réseau, ce qui fait qu'on peut traiter théoriquement plus de transactions en parallèle. On va avoir de l'effacement de la dette technique, on va permettre au réseau de ne pas avoir à stocker tout l'historique, et tout ça c'est dans la feuille de route, dont Vitalik dit qu'effectivement elle est remplie à moitié aujourd'hui. Donc peut-être qu'on n'en fera pas autant un tabac, ça c'est effectivement une question, mais il y a quand même des étapes importantes qui arrivent sur la route. Donc le merge ne va pas d'un seul coup résoudre les problèmes de latence d'Ethereum, en revanche c'était une étape obligatoire, nécessaire, pour qu'un jour ces problèmes de latence soient résolus, et ça viendra en 2023. Oui, bien sûr. Début 2023, sur les estimations, on devrait pouvoir mettre 10 à 100 fois plus de transactions dans les layers 2, donc ces couches secondaires que l'on connecte à Ethereum. Et donc ça devrait quand même offrir quand même un sacré boost. Hein. Et du coup, sur les coûts, allez-y Alexandre. Sur le fait que, en réalité, il s'agit plus d'une conviction que le proof of stake est bien et qu'il faut le faire. En soi, Ethereum en proof of work peut très bien avoir des layers 2 aussi. Hein. Donc on aurait pu faire du scaling sans le proof of stake également. Quel impact sur le coût des transactions après le passage
passage au Proof of Stake, aucun impact, pareil, pas pour l'instant en tout cas. Minime. Aucun impact. Ouais. Ce sera pour quand les impacts en matière de frais? C'est pareil, c'est début 2023 Ça va avec cette venir. mise à jour de l'EIP 4844. Bon, prudence aussi pour le coup pour ceux qui sont investisseurs sur le marché crypto, parce que avec le merge, un certain nombre d'arnaques émergent également, Pauline. C'est Il bien faut dit. alerter à chaque fois les auditeurs, les téléspectateurs de BFM Business et de BFM Crypto. Oui, effectivement, parce que comme l'événement était vraiment attendu, il y a des acteurs qui sont malveillants, qui se disent je veux profiter de cette opportunité et réaliser de différentes arnaques. C'est vrai que maintenant, ce nouveau mode de fonctionnement qui est Proof of Stake, le staking, quand un validateur peut verrouiller en fait 32 Ethers pour valider une transaction, cette validation de transaction permet aussi d'obtenir certaines récompenses. Sauf que avoir 32 Ethers à l'heure actuelle, au cours actuel de l'Ether, c'est 50 000 $ à peu près. Donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que par exemple, il existe des pools de staking qui permettent en fait de mutualiser les efforts des validateurs et en échange de pouvoir aussi se partager les récompenses. Et il va y avoir peut-être des arnaques de pools de staking qui seront frauduleux ou en tout cas faux, qui seront totalement alléchants et sur lesquels les personnes pourront peut-être se rendre. Il y aura des arnaques en termes de airdrop ou alors peut-être de NFT qui sont douteux et y compris en termes de mise à jour. Parce qu'effectivement, la fondation Ethereum disait bien que sa transition était sa principale mise à jour et qu'elle ne se faisait que sur sa blockchain. Il faudra donc se méfier aux wallets, sites et autres acteurs qui diront faut faire une mise à jour pour pouvoir être en conformité avec cette transition. Tout ça, ça relèvera de l'arnaque. Gare aux arnaques, en effet. Je regarde les cours quand même, parce que tous les jours on regarde l'évolution des cours des cryptos et les deux principales, Bitcoin et Ether. L'Ethereum a réussi son passage au Proof of Stake. Il n'y a pas eu de révolution. Là. Le cours de l'Ether n'a pas beaucoup évolué. Il est même en baisse aujourd'hui. Mais comme on dit, ça a probablement déjà été pricé. On connaissait la date depuis un moment. Il n'y a pas de surprise en fait aujourd'hui. Si ça avait été une surprise, si Vitalik avait dit tiens, j'ai choisi la date, c'est aujourd'hui, là ça aurait pu avoir un effet. Mais là oui, forcément c'était pricé. Mais je pense qu'il y aura un effet à long terme, peut-être dans 6 mois, 1 an. C'est du long cours en fait The Merge. Oui, donc on avait acheté la rumeur, on vend aujourd'hui la nouvelle, comme on dit sur les marchés. On ne vend pas particulièrement. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas d'excitation particulière. Il n'y a pas un potentiel supplémentaire à venir sur Ether, sur la crypto Ether, maintenant qu'Ethereum a réussi son merge? Alexandre? Mon avis sur le trading est connu de tout un chacun, donc moi de toute façon je pense que sur les fondamentaux sont bons et qu'à long terme les promesses sont toujours tenues, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, les fondamentaux sont bons. Maintenant effectivement je prendrais du recul et c'est plus pour le comparer aux concurrents. Effectivement la réussite de cette mise à jour et j'allais dire probablement les suivantes, en fait, vont réduire de plus en plus le créneau des concurrents, tout simplement. Donc, c'est peut-être même plus une mauvaise nouvelle pour les concurrents qu'une bonne nouvelle en soi pour Ethereum, parce que pour Ethereum, ça s'est bien passé comme prévu, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'à long terme, moi, ma conviction, c'est qu'il y a un créneau de la blockchain inerte, qui est Bitcoin, et c'est très bien, parce que justement, sa proposition de valeur, c'est d'être inerte, on ne peut pas y toucher. Il est. Voilà, il le Bitcoin et il fait du stockage, de la conservation, du paiement, rien de plus. Et c'est très bien. Mais le deuxième créneau, qui est celui des blockchains programmables, c'est celui où il y avait la grosse bataille, où tout le monde voulait lancer sa blockchain. Moi, je vais être plus vert, moi, je vais être du proof of je sais pas quoi. On m'a entendu à ce micro plusieurs fois être critique envers certaines blockchains. Mais à partir du moment où, comme je le disais, Ethereum aujourd'hui concentre la majorité des développeurs, des applications, de la valeur sécurisée. On disait tout à l'heure 200 milliards pour Ethereum, mais c'est oublié qu'il y a aussi les NFT par-dessus, la DeFi. En fait, on est déjà au-dessus de Bitcoin en termes de valeur sécurisée. On est à 400 et quelques milliards. Donc, Ethereum est tellement devant que, sauf cataclysme, c'est un biais que souvent ont les techniciens dans ce milieu-là. Ils pensent qu'une proposition de valeur technique supérieure fait que l'adoption sera supérieure. C'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs même plus rarement le cas. Et donc, a priori, Ethereum devrait avoir le champ libre pour cette deuxième créneau. S'ils étaient chacun un verbe, Ethereum serait le verbe avoir, Bitcoin serait le verbe être, pour résumer les choses. On est dans le quantitatif Bitcoin avec Ethereum. avoir. Dans le quantitatif avec Ethereum, dans l'essence et la pureté avec Bitcoin, c'est l'idée? Oui, on peut dire ça. Bon, voilà, j'aurais essayé. C'est le verbe avoir, parce que c'est la partie asset qui est importante. Ouais. Je dis souvent que la différence des cryptos par rapport au monde traditionnel, c'est qu'on passe à des actifs qu'on possède soi. Donc c'est pour ça que ce serait le Posséder, avoir. Exactement, Ouais. posséder, avoir. Mais après, Ethereum, ce serait le verbe être, j'en sais rien. Ça, Mais je voudrais rajouter quelque chose sur les conséquences sur le prix de l'Ether que vous demandiez juste à l'instant, Guillaume. The Merge va quand même ralentir énormément la création monétaire.
jusqu'à présent, il y avait 5 millions de nouveaux Ethers qui étaient créés tous les ans. Là, aujourd'hui, voilà, ça va être en fonction du nombre d'Ethers qui sont stakés dans le protocole, donc pour le protéger. Et aujourd'hui, ça ferait 600 000 par an. Donc c'est quand même beaucoup moins, c'est à peu près 8 fois moins. Tout en sachant qu'il y a une incitation à bloquer les Ethers dans les logiciels de validation, donc à réduire la liquidité des Ethers disponibles à l'achat. Donc tout ça, en fait, ça raréfie l'offre. Et ça peut pousser sur le cours de l'Ether, s'il continue toujours à être utilisé massivement. Bon, on va suivre ça de très près, bien évidemment. The Big Whale, régulièrement à nos côtés. Bien sûr, la newsletter BFM Crypto, chaque lundi à 18h. Elle est gratuite. Vous aussi, vous en proposez une gratuite et une autre un peu moins gratuite. 2 newsletters. C'est ça. Et Alexandre qui nous accompagne. Comment, Alexandre ? Pas de newsletter. Pas de newsletter, mais régulièrement à nos côtés, dans plein de médias, The Big Whale également, KPMG en force sur cette thématique crypto. On va parler quand même dans un instant des questions de sécurité. Est-ce qu'à force de vouloir offrir plus, Ethereum risque de perdre en sécurité? Est-ce que la promesse de décentralisation aussi se trouve mise en danger par son passage au proof of stake? Juste avant, intéressons-nous aux mineurs. Les mineurs ne peuvent plus agir, ne peuvent plus miner sur Ethereum avec ce merge. Place aux validateurs. Où vont aller les mineurs d'Ethereum désormais, Alexandre ? C'est lié à la question écologique aussi qu'on a traitée tout à l'heure. C'est que les mineurs d'Ethereum, ils vont pas juste dire off flûte et jeter leur machine. Donc effectivement, ils vont chercher une alternative. Alors la première chose à dire, c'est que précisément, même si le minage de l'Ether s'était professionnalisé, on est loin de la professionnalisation qu'on trouve sur Bitcoin, précisément parce que depuis quelques années, si on a une projection long terme en tant que mineur, on ne va pas se mettre à acheter foultitude de machines alors qu'on sait que dans un an, elles ne seront plus viables. Donc il y a encore, finalement, l'Ether et d'autres concurrents sont des cryptos sur lesquels le minage se fait encore beaucoup à la carte graphique ou à des machines qui ne sont pas spécifiques. Donc pour toutes ces cartes graphiques, ces processeurs non spécifiques, en fait, ils vont simplement se rediriger vers autre chose. Donc ils vont toujours être là, ce qui me permet d'appuyer sur le côté non, ça n'enlèvera pas 0,2%. Et sinon, il y a les alternatives qui sont notamment Ethereum classique. Oui, il y a eu un regain d'intérêt sur le minage sur Ethereum classique. Vous pensez que ça peut durer ? Non, mais non. Je pense que l'Ethereum classique n'a aujourd'hui une proposition de valeur qui n'est pas assez intéressante. Et aussi paradoxalement, en fait, Grégory. donc ces mineurs-là, ils vont pouvoir aller sur des protocoles comme iExec. On revend sa puissance de calcul et c'est développé sur Ethereum. Mais il y a aussi les métaverses qui vont avoir besoin de ressources graphiques. Donc on pourrait imaginer des protocoles où les mineurs mettent à profit leur carte graphique dans le futur d'Ethereum. On continue de mesurer ce que Ethereum a dans le ventre maintenant qu'il est passé au proof of stake. Est-ce que le merge est une mauvaise nouvelle pour la sécurité d'Ethereum ? Une offre démultipliée au prix d'une moindre sécurité. Alors, il y a 2 façons de penser. C'est pas vraiment tranché encore. En fait, pour pirater, pour prendre le contrôle d'Ethereum aujourd'hui, il faudrait, prendre 66% du contrôle des validateurs. Là, aujourd'hui, ça coûterait 14 milliards de dollars. Donc, c'est une somme considérable. Si on voulait prendre le contrôle de Bitcoin, ça serait une somme qui se rapprocherait de ça. Mais le problème avec Bitcoin, c'est que il faut acheter les machines, c'est compliqué. Là, sur Ether, c'est quand même un peu plus simple, mais ça coûte très cher. Et plus le cours de l'Ether va monter, plus si on veut prendre le contrôle des validateurs, il va falloir acheter des Ethers de plus en plus chers. Donc plus l'Ether s'apprécie, plus ça sera difficile de le pirater. Par contre, si le cours baisse, il deviendra beaucoup plus sensible, on va dire. Oui. Pour compléter, je vais Alexandre. reprendre alors, première chose, c'est qu'en sécurité, en règle générale, surtout en cybersécurité, on a tendance à dire que la complexité est l'ennemi de la sécurité. Parce que dès qu'on rajoute des couches de complexité, on ouvre des failles. Et donc Ethereum ne déroge pas à cette règle, et c'est une des critiques majeures qui est faite par notamment les bitcoiners sur Ethereum, c'est que à force de rajouter des couches de complexité, en fait, on va mécaniquement ouvrir des failles, ouvrir des incitations économiques qu'on n'avait pas vues avant, et qui sont autant de vecteurs possibles d'attaque. Donc ça rejoint ce que disait Grégory, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas. Mais donc je ne pourrais pas dire oui, c'est nul pour la sécurité, mais par contre, clairement, ça a ouvert des portes dont on n'est pas conscient aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu pernicieux, c'est que le problème quand on dit sécurité, en fait, sécurité, ça veut tout et rien dire, ça peut être l'intégrité du réseau, mais c'est surtout dans le milieu des cryptos, ce qu'on cherche au début et vraiment au début dans la crypto partout, c'est l'incensurabilité. Sinon, on va dans le système bancaire. Et il marche très bien, il n'y a pas de problème. Et cette incensurabilité, ce qui est pernicieux avec elle, c'est que quand elle est remise en cause, on ne le sait pas. Parce que demain même... Oui, il est déjà trop tard quand on s'en rend compte. Aujourd'hui, supposons que là, l'incensurabilité d'Ethereum ait été remise en cause. Personne ici n'en a aucune idée. Parce qu'on ne le saura que le jour où une transaction sera censurée. Et ce sera trop tard. Ok. Et est-ce qu'on sacrifie aussi la
l'idée, la promesse de décentralisation. Est-ce qu'Ethereum a sacrifié sa promesse de décentralisation, augmentant le risque de plutocratie avec ce passage au proof of C'est stake? difficile à trancher. Ouais. En gros, déjà sur Bitcoin, la question se pose aussi parce que on pourrait très bien attaquer et dire aujourd'hui les mineurs sont centralisés. Il y a quelques pools de minage qui font 40% ou 50% de la puissance de calcul. Donc cette question, elle est pas simple. Mais clairement, je vais reprendre ce que disait aussi Vitalik ce matin. Il l'appelle Vitalik. Lui. Je l'appelle Vitalik. Son ami, voilà. Bien connu. Je prends les cafés avec lui tous les jours. Non, ce qu'il disait ce matin lors du live qui suivait la merge donc pour la fondation Ethereum, c'est qu'il rappelait quelque chose qui est assez surprenant. Il disait voilà, le proof of work, c'est la contrainte par les lois de la physique. Alors que le proof of stake, ça nous permet de créer un monde virtuel dans lequel on peut s'émanciper de ces contraintes. En fait, cette phrase... Les contraintes financières viennent remplacer les contraintes du monde physique. Elle veut tout dire, en fait. Elle veut dire que... Déjà, elle veut dire une chose, je reprends l'argument écologique, c'est que précisément, si on s'intéresse à l'écologie, normalement, on s'intéresse aux contraintes physiques. Donc, Bitcoin est déjà un peu plus écologique que ce qu'on pense, mais je ferme la parenthèse. Sur la partie on s'affranchit du physique, ça veut dire que oui, c'est plus malléable, c'est plus complexe, on peut faire ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'il y a plus de vecteurs d'attaque. Potentiellement, c'est beaucoup plus facile de saisir un serveur informatique ou des clés qui détiennent plein d'Ethers qui sont stakés que de dire à une pool de minage arrête-toi, alors qu'en fait la pool, quand on regarde granulairement, il y a plein de gens en dessous qui ont des fermes au Congo, au Ghana, au Salvador, etc. Et on ne peut pas les saisir aussi facilement. Grégory disait très justement aussi que si on veut monter une attaque contre Bitcoin, il faut acheter des machines, il faut les mettre en place, il faut trouver de l'énergie. Donc c'est une attaque qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc ça ouvre ce vecteur d'attaque de centralisation autour d'Ethereum et de censure, mais encore une fois, c'est pernicieux, on ne le saura que quand il sera trop tard. Oui. Sur le papier... Est-ce que le passage au proof of stake, néanmoins, va offrir une prime à ceux qui ont les plus grands moyens d'ingénierie financière? Voilà. Là, on voit qui sont les plus gros validateurs. C'est Coinbase, c'est Kraken, il y a Lido, bien sûr. Bon, toutes ces structures-là, en fait, disons que gèrent les Ethers laissés par des petits épargnants. Mais en tout cas, voilà, on remarque que les gros validateurs, ceux qui ont un pouvoir de nuisance, enfin en tout cas d'influence sur le nouveau protocole Ethereum, ce sont les superpuissances financières de l'écosystème. À votre avis, et pour conclure, il nous reste 1 minute 30, c'est rapide, c'est trop court. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous qui nous suivez, vous pouvez les poser à nos experts sur nos différents réseaux, notre fil Twitter BFM Crypto également. Et puis dans un instant, vous retrouverez nos experts sur le web, c'est ça Pauline? C'est ça, sur les réseaux. Sur les réseaux. Quel réseau? TikTok? On sera sur Facebook, Twitter. Partout, quoi. BFM Business est partout, messieurs, dames, et BFM Crypto également. Dernière question donc, avant de conclure sur le plateau de BFM Business, mais on vous retrouvera juste après. Quel impact ce merge aura-t-il sur l'écosystème crypto? On avait vu d'autres blockchains d'infrastructures et de structures bien cartonnées, se bâtir une solide réputation, Solana, Avalanche. Quel impact ce merge d'Ethereum aura-t-il sur l'écosystème? Donc l'avantage compétitif que plein de blockchains avaient sur la dépense énergétique, là, cet argument ne sera plus du tout valable. Donc les autres protocoles vont devoir innover. Bon, Tezos, par exemple, prépare des choses sur les ZK Rollup. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont émerger, mais je pense que Ethereum a gagné la bataille, en tout cas des plateformes de smart contracts. La bataille, mais pas la guerre, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Presque la guerre. Presque la guerre quand même. Parce qu'Alexandre en pense. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis, pour le tourner autrement, je suis assez sceptique sur la différenciation de la proposition de valeur des autres plateformes de blockchain programmable. Oui. Et donc, quel avenir est-ce que vous leur voyez? Il y a plusieurs scénarios. C'est soit Ethereum rate à un moment donné une de ses prochaines étapes et d'un seul coup elles peuvent réémerger, soit ils ne ratent pas. Et encore une fois, les développeurs, la masse d'argent, les applications, etc. sont toutes aujourd'hui sur Ethereum. Donc on va se retrouver avec un effet de réseau exceptionnel, qui est le même qu'on retrouve sur des plateformes, les Facebook, les Google, etc. Ça n'a aucun sens d'aller sur un réseau social lorsque celui d'à côté, c'est là que se trouvent vos amis. Donc en finance, c'est d'autant plus vrai que ce qui permet la compétitivité en règle générale, c'est la liquidité. Donc si vous avez une plateforme qui fait 400 milliards et la suivante, deuxième concurrente, elle est à un ordre de grandeur 10 ou 15 derrière, en fait ça va concentrer l'effet de réseau. Effectivement, ça va générer, pour moi, ces deux jambes du monde crypto, Bitcoin et Ether. Mais pour celles qui vont rester, je pense que ça va quand même aussi susciter l'innovation. Oui. Voilà, le proof of stake c'est géré, on n'en parle plus, on va peut-être se concentrer sur d'autres choses et c'est peut-être finalement très positif.
Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Cette édition spéciale du Club BFM Crypto à l'occasion du Merge, un événement historique pour la communauté crypto, bien sûr. Et dans un instant, le débat se poursuit. Vous pouvez nous envoyer vos questions, continuer. Alexandre, Pauline vous répondront sur nos réseaux BFM Business et BFM Crypto. Et puis, bien sûr, The Big Whale mobilisé également. Beaucoup d'éditions spéciales en ce moment et de live. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, nous accompagnait. Merci Grégory. Alexandre Sachenko pour KPMG et Pauline Armandet, donc notre newsletter BFM Crypto. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés. Le CAC 40 est en repli. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.